Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va parler d'une série que je pense vous connaissez à peu près. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à aller la voir. C'est Game of Thrones. On va parler d'un personnage en particulier qui m'intéresse énormément et à partir duquel on va pouvoir faire un discours philosophique. Il s'agit de Jaime Lannister, celui que tout le monde surnomme le Régicide ou Kingslayer en anglais. Mais pourquoi l'a-t-il tué? Et quelles sont les répercussions sur ce meurtre par rapport à sa personne? Alors il faut déjà savoir une chose, c'est que Jaime Lannister, c'est quelqu'un qui, dès le premier épisode de la première saison de la série, est arrogant, détestable, il commet même presque un meurtre dès la fin du premier épisode sur un enfant, et donc on apprend à le détester, comme beaucoup de personnages de la série, parce qu'il est l'incarnation de toutes les mauvaises valeurs, toutes les anti-valeurs en fait qui règnent dans un idéal chevaleresque d'honneur, d'amour courtois et de loyauté. À ce titre par exemple, il entretient une relation amoureuse avec sa sœur jumelle, Cersei. Alors, maintenant qu'on a parlé de tout ça, ce qui m'intéresse c'est le contenu même de cette scène. On voit Jaime qui a été emprisonné par la famille ennemie qui est la famille Stark, et donc il est complètement crasseux, il n'est plus rasé, on lui a coupé une main, et on lui propose de prendre un bain pour essayer de retrouver l'apparence de beau prince qu'il avait auparavant. Et à l'occasion de cette scène, Jaime livre son récit, livre sa vérité par rapport à ce qui s'est passé au moment où il a tué le roi. Puisque tout le monde l'appelle le régicide, on ne l'appelle pas comme ça, comme on peut donner à quelqu'un un titre d'honneur. Régicide pour lui, c'est vraiment une insulte. C'est celui qui a, quelque part, qui a rompu ses promesses et ses serments en tuant celui qu'il était censé protéger. Parce que Jaime faisait partie de la garde du roi. Donc, quand il raconte cette scène, au fond, ce qui m'intéresse dans ce personnage, c'est que il était dans une situation où il n'avait pas de bon choix à faire. C'est-à-dire que il était face, et je pense que vous êtes maintenant toutes familières et familiers avec ce terme, face à un dilemme. Je dirais même plus, face à un trilemme. Il avait trois options, trois devoirs qui se contredisaient, et il devait pour autant faire un choix. Qu'est-ce qu'il se passait? Le roi que Jaime servait, donc Aegon Targaryen, était celui qu'on appelait le roi fou. C'est-à-dire qu'il a décidé en fait de vouloir tout brûler. Tout brûler, y compris ses citoyens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé plus précisément? Jaime, donc le personnage qui nous intéresse, a un père, et au moment où ils ouvrent les portes de la capitale, les armées du père de Jaime mettent à feu et à sang la ville. Il demande à Jaime d'aller décapiter son père et de lui ramener sa tête. C'est là que le dilemme, et même le trilemme de Jaime Lannister, va commencer à prendre forme. C'est-à-dire que le personnage, qui est quand même assez complexe, se retrouve confronté à trois devoirs, trois allégeances qui ne parviennent plus à coïncider. Première allégeance, celle du chevalier envers le roi. C'est ce qui est tout à fait naturel, il avait fait serment de protéger le roi jusqu'à sa mort. Premier devoir. Deuxième devoir, c'est son devoir de fils par rapport à son père. Et enfin, troisième devoir, celui de protéger les innocents, les enfants, les citoyens. Sauf que, quand le roi lui demande à la fois de tuer son père, et qu'il dit également, et qu'il ne fait que répéter cela, qu'il compte tous les brûler, Jaime fait face à un dilemme. Ou bien il obéit au roi, et donc honore son serment de chevalier, mais en faisant cela, en respectant ce serment, il rompt le devoir qu'il a envers son père et le devoir qu'il a envers les innocents. Ou bien il tue le roi, et dans ce cas, il rompt son serment par rapport à lui, mais parviendra à sauver les innocents et bien entendu à sauver son père. Qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien Jaime, vous savez déjà la réponse, décide de trancher la gorge du roi. Il le trahit. Il a préservé la vie de dizaines de milliers d'innocents. Mais sauf que, malheureusement pour lui, ce n'est pas ce qui s'est passé. Certes, il les a sauvés, mais tout ce que les gens vont retenir de lui, parce qu'il remanquera bien entendu
le contexte de sa décision et de son assassinat, les gens ne vont retenir que Jaime Lannister qui tue le roi de sang-froid. Et c'est pour cela, au fond, que cette image de régicide de Kingslayer va lui coller à la peau à peu près toute la série. Maintenant, comment on peut interpréter philosophiquement ce personnage? Je dirais qu'il y a au moins deux remarques à faire. Une remarque, bien sûr, sur la question de la morale et du devoir, et une autre remarque qui fera suite sur la question de l'identité. Alors, si on commence par la question du devoir moral. Ce qui m'intéresse ici, chez Jaime Lannister, c'est que parfois, dans des situations critiques, on se rend compte qu'il n'y a pas de bon choix. C'est-à-dire que face à différentes options, chaque choix que nous pourrions prendre aura de toute façon des conséquences terribles. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment peut-on, si vous voulez, évaluer la meilleure action possible parmi toutes les actions qui sont mauvaises? Alors, traditionnellement, il y a deux manières, si vous voulez, de distinguer, de hiérarchiser des actions morales entre elles. Il y a une approche qu'on peut appeler d'un côté déontologique et une autre approche qu'on peut appeler conséquentialiste. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une approche déontologique? C'est une approche qui va en fait être jugée, mesurée à la hauteur de principes qui existent au préalable qu'on a le devoir de respecter. Ici, par exemple, si on reprend un personnage avec ce qui se passe et le dilemme auquel il fait face, une action déontologique, ce serait celle qui respecterait à la lettre un serment qu'il a promis de respecter. Donc, concrètement, le serment de respecter son roi. Mais le problème du point de vue déontologique pour juger d'une action, c'est que parfois, et même bien souvent, j'ai envie de dire, la réalité, concrètement, ne coïncide pas parfaitement et à un écart par rapport aux principes, aux lois, si vous voulez, qu'on se devait de respecter. Donc ça, c'est le point de vue déontologique qui est, je le rappelle, le respect des règles. Maintenant, deuxième approche, comme je le disais, c'est l'approche conséquentialiste, où cette fois, une action n'est pas mesurée, n'est pas jugée morale en fait par rapport aux principes qu'elle est censée respecter, mais elle est jugée morale par rapport aux conséquences qui vont en découler. Et ici, typiquement, le fait de juger des conséquences permet cette fois de distinguer la meilleure action, en tout cas la moins pire, que Jaime pouvait faire. Parce qu'en effet, s'il respectait déontologiquement le serment qu'il avait prêté au roi, et donc qu'il allait tuer son père et laisser brûler des milliers, des dizaines de milliers d'innocents, il est sûr que du point de vue des conséquences, ce n'est pas moral ou ce n'est pas juste. On ne peut pas laisser la vie à une personne et en condamner 10 000. Le point de vue des conséquences permet au moins d'avoir les idées plus claires et d'être, comment dire, plus propice à agir et à improviser et à trouver la moins mauvaise option possible. Alors, avant de passer à la suite sur la question de l'identité, petite référence philosophique pour comprendre ce personnage, on peut penser au Prince de Machiavel, donc un livre que Nicolas Machiavel a écrit en Italie au XVIe siècle, et qui, au chapitre 25, se pose la question de comment le prince, donc comment le dirigeant peut agir dans des circonstances qu'il ne connaît pas. Machiavel isole deux types de comportements, ou plutôt deux types de caractères. Il y a ceux qui sont, selon lui, impétueux, qui foncent dans le tas sans trop réfléchir, qui sont dans l'action pure, entêtés, sans trop de réflexion, et ceux qui sont circonspects, c'est-à-dire qui sont un petit peu prudents, timides par rapport au fait d'agir, et préféraient au contraire mesurer toutes les conséquences possibles d'une action avant d'y aller. Sauf que selon Machiavel, en fait,
il n'y a pas de bonne attitude qui puisse marcher à toute occasion. C'est-à-dire que, selon les circonstances et le cours des événements, quelqu'un aurait raison d'agir de manière entêtée, alors que 6 mois après, 10 ans après, ce que vous voulez, il aurait eu tort de foncer tête baissée. Autrement dit, la leçon de Machiavel par rapport au pouvoir, et en tout cas les bonnes occasions de prendre le pouvoir, c'est que il faut faire preuve de prudence. Et cette prudence, pour lui, a un nom, c'est ce qu'il appelle en italien la virtu, c'est la vertu. Et ici, la décision à prendre pour le prince, c'est quelle attitude dois-je avoir pour obtenir ce que je veux. Et appliqué à Jaime Lannister, c'est quelle attitude dois-je adopter pour, au fond, n'avoir que le moindre des mots. C'était le premier élément de l'analyse. Maintenant, le deuxième élément qui va m'intéresser, c'est la question de l'identité. Pourquoi l'identité? Parce que suite à cette action décisive de tuer le roi, Jaime Lannister est étiqueté, je dis bien étiqueté au sens propre, comme étant le régicide. On se rend compte qu'une appellation, une étiquette, une catégorie va prendre le pas sur la personne qu'il est réellement. Mais le problème, c'est qu'au fond, à force de coller une étiquette à quelqu'un, malgré lui, il va finir par coïncider avec les caractéristiques qu'on lui donne et qu'on lui prête. Alors, ce qui est important, ce qui est intéressant, et je vais ici convoquer 2 auteurs, qui sont Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, c'est que enfermer quelqu'un dans une étiquette, c'est ce qu'on appelle, en tout cas pour Sartre, dans son œuvre qui s'appelle L'être et le néant, c'est l'essentialiser, c'est-à-dire l'enfermer dans une identité qui sera immuable, qui perdurera dans le temps et qui va me définir malgré moi. Pour penser ce processus d'essentialisation, Sartre convoque un petit peu, je dirais en clin d'œil, une figure mythologique qui est celle de la gorgone Méduse. Si vous ne connaissez pas cette histoire, eh bien c'est Persée, donc le héros grec, qui à un moment donné doit aller tuer la gorgone Méduse pour récupérer sa tête. Et Méduse a cette capacité en fait de figer dans la pierre toute personne qui croisera son regard. Et pour Sartre, c'est ce qui arrive en fait à chaque fois dans notre rapport avec autrui quand on cherche à le comprendre, à lui donner une identité qui sera fixe. Ce serait comme être figé dans la pierre malgré moi. Le risque bien sûr, et c'est là que Simone de Beauvoir est hyper importante, c'est qu'elle reprendra les analyses de Sartre, mais non pas pour penser de manière un peu générale et abstraite le rapport entre moi et autrui, mais le rapport entre deux catégories spécifiques, à savoir le rapport entre les hommes et les femmes. Où tout le but de Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe, qui est un excellent livre, un petit peu long, mais honnêtement c'est une lecture qui vaut la peine d'être appréciée, Simone de Beauvoir en fait déconstruit au fur et à mesure le mythe de la femme qui s'est élaboré au fur et à mesure des siècles. Pourquoi mythe? Parce que selon elle, justement, nous sommes héritiers de constructions culturelles, religieuses, qui vont enfermer un sexe dans une identité, dans une essence. Et donc on se rend compte que ce processus d'essentialisation, c'est à la fois une chose qu'on peut faire au quotidien, d'ailleurs qu'on peut faire encore, hein. Je dis ça parce que, quelque part, réduire une personne, son identité, par exemple, à sa profession, c'est encore une fois l'essentialiser, le catégoriser, l'enfermer dans une image qui n'est pas forcément ce qu'il est réellement. Et c'est pour ça que, selon moi, ce personnage de Jaime Lannister permet de comprendre les conséquences, en fait, grâce à la fiction, les conséquences du regard des autres sur sa propre personne. Dès lors, une question se pose, et c'est une question qui, ma foi, demeurera ouverte pour cette petite vidéo, à savoir, qu'est-ce qui réellement me définit ?